familiale à Kutaïsi, il y a beaucoup de monde. Les gens sont habillés en noir, des femmes pleurent, d'autres se consolent, des gens se serrent dans les bras. Pikria se réveille sur un petit lit simple. Elle se redresse et voit Ekaterina tirer les rideaux. La lumière du matin entre dans la chambre. Je n'ai quasiment pas dormi. Et toi? Moi non plus. On est monté pour rien. Personne ne peut nous accompagner au lieu de prière. On ne pourra pas terminer seul notre mission. Angela, la folle du village, nous avait accompagnés par pure générosité. Nous n'aurions jamais pu faire tout cela sans elle. La solidarité des femmes permet de franchir des montagnes, rembourser les dettes des ancêtres fous et récupérer le bonheur. Fin. Elles sont à nouveau dans la voiture. On comprend que les vacances sont passées et qu'elles sont sur le chemin du retour. Elles portent un bonnet et ont la marque des lunettes. Elles sont blotties l'une contre l'autre. Contrairement à l'aller, Isabella est assise devant, aux côtés de sa mère et tente de se blottir contre elle. Maman, c'était fabuleux. On remettra ça plus souvent, Maminou. C'est vrai que c'était chouette. Babette regarde Pat, fière du magnifique rouge à lèvres qu'elle vient de s'appliquer. Pat la regarde, souriant dans un premier temps, puis, dans un second temps, passe sa main sur sa bouche pour enlever le rouge à lèvres. Au-dessus de leur tête, une enseigne sur laquelle est écrit « Bienvenue chez Babette, ici, rien n'est impossible ». Une jeune femme et sa mère s'apprêtent à entrer, les traits sont tirés, les visages sont fermés mais le regard est doux. Isabella et Babette s'avancent vers elle et leur tendent la main. « Bienvenue chez Babette ». Vous avez bien fait de franchir votre porte. Entrez. Fin. Mon Dieu, pourquoi je suis atteinte de cette maladie? Pourquoi moi? Vous rendez-vous compte à quel point je souffre? Les tendons, les muscles, les articulations. Chaque crise de fibromyalgie est un cauchemar. J'en ai vraiment plus qu'assez de souffrir. Les gens ne comprennent pas car c'est une maladie invisible, tout comme vous. Vous êtes invisible, mais vous existez, non? Vous devriez me comprendre mieux que quiconque. Elles sont attablées avec des desserts et des cafés. Elles plaisantent. Soudain, Véronique aperçoit une femme qui la regarde à côté du bar. Véronique change de tête et semble accuser le coup. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Regarde pas vers le bas. La femme s'approche et aborde Véronique. Eh bien, je vois que tu es trop handicapée pour venir travailler, mais par contre, te pavaner ne te fait pas trop mal. Oh, excuse-moi, je te dérange peut-être. Apparemment, tu as beaucoup à faire. Je te laisse. Véronique se sent blessée. Chaque crise de fibro laisse en moi une fatigue, une trace, et me tue à petit feu. Chaque crise m'entame davantage. Vous ne le voyez pas, et pourtant je souffre. Ne négligez jamais les dommages invisibles. Dans le public, la femme baisse les yeux. Merci, monsieur le juge. Fin. Sous le panneau, interdit d'aller au-delà de cette limite sous peine d'amende. Julie en complète panique au téléphone. Mon fils est parti sur les rails à la gare, il a envoyé un texto à sa petite amie. Vous êtes où là? À la gare sous l'Arche. Que se passe-t-il exactement? Il a fait une tentative de suicide il y a 2 ans par défenestration, mais il s'en est miraculeusement sorti et depuis, il semblait très heureux. Venez vite, j'ai peur. Plus tu es proche de quelque chose, plus il est dur de le voir. Explique-moi cette joie que tu viens de découvrir. Peut-être es-tu si heureux que tu ne t'en rappelles plus, que tu te tiens là, que tu respires. Je vais presser cette pincée de courage contre mon cœur et avec son aide, survivre un jour de plus. Moi, tout ce que je peux faire, changer mon destin, changer ma vision de la vie, moi je suis capable, même si toi tu ne l'étais pas, maman. Moi je suis capable d'être intelligente. Et même si toi, mon père, tu ne voulais qu'un garçon, moi je suis fière d'être une femme. Malgré toi, je suis fière d'être ce que je suis. T'inquiète pas, maman. Ta fille va bientôt te libérer. Tu me manques, maman. Il arrivera ce jour. Devant son immeuble, un van l'attend. Elle traverse la rue en courant pour le rejoindre. Un monsieur, Didier, sort du van avec une petite fille en fauteuil roulant. Ne courez pas, ne courez pas! Je ne cours pas! Myriam s'approche de sa fille, Sarah, et lui prend les mains. Bonjour ma belle, ça a été ce matin à l'école? Myriam embrasse tendrement Sarah. Sarah est handicapée, elle ne parle pas, ne marche pas. Alors quand sa mère l'embrasse, Sarah lui répond par un sourire. La chambre de sa fille, furieuse. Lila! Lila, merde, t'es où? Je crois que c'est en restant le cul vissé à ton lit devant la télé que tu vas avancer dans la vie? Bah oui. Répète un peu ça! Bah oui. Mémé pousse une chaise devant la cheminée. Mémé installe Lila sur une chaise et s'active comme toujours.
Elle nettoie les résidus de pâte tout en parlant avec Lila. Ce n'est pas ton père qui va te choisir un métier que je sache. Je sais pas. Mais si, tu sais. Quelles sont tes envies, les envies de ton cœur? Je vais te donner un conseil. Sois libre, Manila. Tu n'es pas ton père, tu es toi. Écris ta propre histoire. Lila, tu as déjà eu l'impression que ton cœur était vide? Oui, Pépé. Quand? Maintenant. Silence. Et aussi à chaque fois que papa me parlait. Regarde-moi, Pépé. Il se regarde dans les yeux. Pépé, quand je vais éteindre le scope, tout sera fini. Tu as bien compris, Pépé? Oui. Vole, ma mémé. Toi aussi, sois libre. Lila pousse le bouton du scope. Simultanément, dans la chambre à côté, on entend les petits pleurs d'un nourrisson qui vient de naître. La vie continue. Générique, le tourbillon de la vie. Fin. Vous découvrez un univers que vous ne connaissez pas. Vous partez d'une histoire personnelle pour ensuite essayer de vous en détacher et essayer de trouver un moyen de l'exprimer de façon à ce que ça ne soit pas dramatique comme l'histoire au départ l'est. Un jour, j'ai eu un énorme déclic. J'ai eu ce déclic où j'ai eu une personne en face de moi qui écrit des scénarios mais qui ne porte pas de jugement, qui est là pour m'accompagner, pour poser des mots sur des situations. Et ce jour-là, je me suis sentie moi-même, complètement en phase avec moi-même. Je n'étais plus dans une démarche où je devais tout le temps m'adapter à des situations où jouer un personnage. Le personnage principal, c'était moi. Et c'était moi, j'étais en train de l'écrire, et j'étais en train d'écrire ma propre histoire au fil du scénario. Moi, tout d'abord, j'ai dit écrire, mais à part écrire les alphabets avec mes enfants, avec les 1, 2, 3 que je les calcule avec eux, c'était pas autant. Mais écrire une histoire, c'était voir des films, certes, mais écrire, c'était impossible. En 4 séances, on sort combien de cours? 7. Non mais c'est pas possible. C'est complètement fou quoi. Et du coup, alors 4 grosses séances, hein, c'est pas des journées, mais enfin quand même. Donc je me suis dit, je suis pas capable. J'y arriverai jamais. Et puis Louise a été vraiment très très persévérante. Comme quoi, je crois que la leçon, la morale de tout ça, c'est qu'il faut persévérer et faut dire j'y vais. On pense qu'on n'est pas capable et finalement on arrive à travers l'écriture à avoir confiance en soi. Voilà. Enfin, moi, pour résumer, moi, dans une autre vie, j'étais infirmière. Je trouve que d'année en année, c'est de mieux en mieux. Et ça me réjouit, quoi. Et aussi, je trouve que la personnalité de Camille et de Raphaël, cette générosité, elle est aussi pour vous. Elles nous ont expliqué comment on faisait les choses. En fait, ce qu'on écrivait, c'est ce qui devait se voir. Donc ça, c'est super important pour un film. Ce qu'on ne voyait pas, c'était inutile, donc du coup, ça a été des pages déchirées. Là où vraiment il y a eu un instant magique, c'est au moment où on est passé au dialogue. C'est-à-dire là, tout d'un coup, tout est construit, et cette fois-ci, il faut le traduire en dialogue. Et c'est là où, effectivement, naît le scénario véritablement. Et bien sûr, il y a des bases à apprendre pour pouvoir passer à ce stade de dialogue. Mais là tout s'est éclairé au final. Tout est devenu parlant. Un scénario, c'est fait pour être interprété, tourné, éclairé, cadré, avec de la musique par-dessus. Donc a priori, c'est du maigre. Parce que, alors qu'un roman, vous avez que vos yeux, vos oreilles, enfin votre voix intérieure,
Et du coup, là, on peut tout préciser. On peut mettre du gras, on peut aller dans les détails, etc. Parce que ça ne repose que sur l'écriture qui va directement de votre écriture à votre imaginaire. Un film, non. Un film, il va passer par le texte va passer par l'interprétation et ensuite par tout le montage, enfin bref, plein de choses. Donc un texte, un scénario ne se suffit pas à lui-même. On ne lit pas un scénario pour kiffer, parce qu'en fait, lire un scénario, ça n'est pas kiffant du tout. L'écriture, c'est un squelette, l'écriture du scénario. Et c'est un squelette qui va être agrémenté de muscles, de gras, de couleurs, d'énergie qui vont être insufflées par le cadre, les photos, la couleur, le montage, l'interprétation, la musique, c'est complètement fou.